Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 5 mai sur Monaco Info. Toute l'actualité près de chez vous, entretiens, reportages, témoignages, vos prévisions météo à venir. Et dès le début de ce journal, nous allons nous intéresser au traditionnel concours international de bouquet, c'est le 55e du nom, suivi d'une grande page de sport avec notamment la victoire hier en football 4-1 de Monaco face à Clermont. Monaco qui conforte ainsi à 2 journées de la fin du championnat sa place de dauphin de Ligue 1, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. D'autres athlètes attendent, eux, avec impatience le rendez-vous olympique de Paris 2024, du 26 juillet au 11 août en France, et devraient passer pour la plupart par l'étape monégasque Hercules, le vendredi 12 juillet prochain. Le directeur du meeting, Jean-Pierre Chebel, évoquera cette édition des plus attendues. Le sport, la santé, le bien-être au travail. Pascal Palanca, la directrice de l'Office de la médecine du travail, sera avec nous dans quelques instants pour revenir sur le rôle prépondérant de la santé dans votre univers professionnel. La 55e édition du concours international de bouquet a eu lieu hier au Yacht Club de Monaco, placé sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, et la présidence de son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre. Le thème de cette année était « Mer et océan ». L'occasion pour les nombreux participants, jeunes comme plus âgés, de montrer toute leur créativité et leur talent. Le public, quant à lui, a pu observer les créations dès la fin d'après-midi et tout ce dimanche, tout au long de la journée. Reportage Justin Indel avec Alexa Vial et Camille Caloni. Ils sont 80 à s'être lancés dans la compétition. 80 participants provenant de différents horizons et concourant dans différentes catégories. Tous sont félicités par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Tous ont concouru avec un thème général imposé. Le thème qui a été choisi par la Princesse de Hanovre était merveilleux parce que les mers et les océans étaient quelque chose de très sympathique et les compositions qui sont magnifiques. Il y a 25 prix, puis il y a des prix spéciaux qui sont 6 ou 8. Et la récompense ultime, celle qui prime la composition florale considérée comme étant la plus belle, n'est autre que le prix Princesse Grace de Monaco. Cette année, c'est une Italienne qui l'obtient. Sicuramente è un onore, un'onorificenza per noi che siamo qua del posto, che siamo della Liguria, che siamo vicino a queste zone, vicino a Montecarlo, per noi è molto per noi. Les prix spéciaux sont, eux, décernés par un jury spécial présidé par son Altesse Royale la Princesse de Hanovre et composé de personnalités du monde littéraire et artistique. Concernant les autres prix, c'est un jury officiel composé de juges, professeurs, auteurs internationaux et spécialistes de l'art floral qui s'en occupe. Du côté des participants, tous les âges sont représentés. Les plus jeunes sont nombreux, une vingtaine. Certains connaissaient leur première participation, d'autres une récompense venant s'ajouter à celle précédemment remportée lors d'éditions antérieures. C'est la 4e année que je participe à ce concours et j'ai jamais eu de prix, c'est toujours ma sœur. Du coup, je suis très contente d'avoir eu l'insigne d'or pour ce concours. La récompense, c'était la mention du jury. Et comment j'ai fait, c'est avec des hortensias, de la verveine pour les serviettes, du papyrus pour les parasols et du xamadou pour les palmiers. J'ai participé 4 fois et j'ai eu 4 fois un prix. Et ça fait plaisir? Oui. Pour ceux qui n'ont pas réussi à intégrer le palmarès de cette 55e édition, il leur reste une chose à faire, d'ores et déjà se préparer au 56e concours l'an prochain. Le prince souverain qui s'est rendu hier en milieu d'après-midi à un tout autre concours, celui de l'exposition canine sous le chapiteau de Fontvieille, accompagné de son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène. Un concours avec, on le rappelle, une participation record, plus de 1400 chiens réunis pour l'occasion et pas moins de 247 races représentées. Les sports et Monaco en football qui conforte sa 2e place avec une victoire très nette 4-1 face au dernier de la classe, Clermont, avec un secteur offensif hier des rouges et blancs des plus performants. Un but somptueux tout d'abord de Minamino, 2 nouvelles réalisations signées Wissam Ben Yedder qui devient ainsi le 2e buteur de l'histoire du club avec 117 buts derrière les fameux 223 de Delionis, sans oublier le but du soulagement pour le revenant, l'attaquant suisse Brel Mbolo, aligné pour la première fois par son entraîneur dès le coup d'envoi. Après sa blessure de l'été dernier, il n'avait plus marqué, tenez-vous bien, depuis 1 an et demi, 436 jours pour être précis.
À 2 matchs du terme de la saison, plus que jamais, Monaco peut commencer à penser sérieusement à un retour en Ligue des Champions avec une qualification directe pour la plus convoitée des compétitions en matière de ballon rond. On en reparlera demain dans les experts du foot à 19h30 sur Monaco Info avec notre consultant David Ducci. La Formule 1 est derrière l'intouchable Max Verstappen, la belle 2e place lors de la course sprint hier de Miami de Charles Leclerc, le pilote Ferrari, 2e également à l'issue de la séance de qualification devant son coéquipier Carlos Sainz et derrière bien sûr l'indéboulonnable Red Bull de Verstappen. 6 épreuves, 6 pole positions. La belle performance du tennisman monégasque à l'Open d'Aix-en-Provence, Valentin Vachereau, bien en jambes depuis le début de l'année avec déjà 3 succès dans les tournois Challenger. Son parcours à Aix, cette semaine, l'a conduit jusqu'au stade des demi-finales et une défaite 3-6, 6-1, 6-3 face au Chilien Alejandro Tabilo. Valentin Vachereau, qui en quart avait pris le meilleur sur le tout dernier Français en lice, Richard Gasquet, sur le score de 6-3, 6-4. Important pour son classement qui le rapproche de la 100e place mondiale, lui qui était 131 juste avant ce tournoi. Alors que la Roca Team jouera ce mercredi soir à Gaston-Médecin son avenir en Euroleague avec un 5e match décisif que l'on attend tous avec ferveur et impatience face à Fenerbahçe à 19h, hier, les espoirs de l'ASM Basket ont fait eux un pas de plus vers le trophée du futur de fin de saison. Pour l'avant-dernière journée de ce championnat, ils se sont imposés à la maison 78-71 face aux espoirs de Cholet. Un match qui avait d'ailleurs une saveur particulière pour la Roca Team. Le récit de Théo Schumer et Alex Avial. C'était une victoire attendue pour les espoirs de Monaco, mais qui n'est pas passée très loin pour les espoirs de Cholet. Hier après-midi, sur le parquet de Gaston-Médecin, les Choletais n'ont pas su contrer l'habileté des Monégasques. L'équipe du Rocher, déjà vainqueur du match aller, est restée fidèle à son excellente 3e position au classement. Les espoirs de Cholet, 7e au championnat, parviennent tout de même à créer la surprise avec un 4e quart-temps exceptionnel. Pas moins de 24 points récoltés en seulement 8 minutes contre 9 pour Monaco. Mais ce sont bien les Monégasques qui finissent par l'emporter à l'arrivée à 78 contre 71. Bref, un sacré match à rebondissement. C'est vrai que c'était extrêmement difficile parce qu'on arrive à avoir un capital de plus 17 je crois dans la 2e mi-temps. Mais on sait qu'on a eu énormément de mal à obtenir des lancers francs et je ne voudrais pas parler du corps arbitral, mais c'est vrai qu'on a eu du mal à obtenir ce qu'on voulait. Et donc pour le coup, on savait que c'est une équipe qui est capable de revenir et c'est quasiment le même scénario qu'au match aller où on avait beaucoup d'avance et ils reviennent parce qu'ils ont une équipe de snipers, des garçons qui sont très très adroits à longue distance. Donc on sait que même un plus 15, on n'est jamais à l'abri avec cette équipe très jeune et talentueuse. Et ce dernier match à domicile avait une saveur particulière pour les espoirs de la Roca Team puisque c'était aussi le dernier de son capitaine Nicolas Vanel. Le numéro 5 termine son cursus et a droit à la fin à un moment de félicitations. Avec cette victoire, la conclusion n'en est que plus belle. Forcément, ça fait très plaisir. On termine sur une bonne note à la maison et en plus on se qualifie, on était déjà qualifié pour le trophée du futur, mais on est maintenant 3e pratiquement officiel. Et donc c'est une énorme avancée pour le club déjà. Et maintenant à nous d'aller le plus loin possible une fois qu'on sera en play-off. Nico a été exemplaire, beaucoup de résilience parce qu'il a eu des grosses blessures. Et il est revenu avec un mental systématique, toujours en respectant sa place. On peut être que fier. Les espoirs de la Roca Team sont déjà qualifiés pour les playoffs, mais joueront un dernier match face aux espoirs de Blois sur leur terrain. Rendez-vous donc samedi prochain. Alors que la flamme olympique en provenance d'Athènes se rapproche petit à petit de nos côtes à bord du navire-école Le Belem pour une arrivée à Marseille mercredi prochain, les dieux du stade ont coché pour la plupart avant Paris 2024 une date d'importance sur leur calendrier de chercheurs d'or, le meeting Hercules le 12 juillet prochain. Son directeur, Jean-Pierre Chebel, revient sur ce plateau d'exception attendu en principauté cette année, 2 semaines tout juste avant les Jeux. Entretien signé Julie Avial. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Une première question autour de l'organisation de ce grand événement d'athlétisme. Comment se prépare cette édition 2024 qui aura lieu dans un peu plus de 2 mois ? Les préparations se passent bien, vous avez raison, c'est maintenant 2 mois, donc on est dans le compte à rebours, mais tout se passe bien, tout va bien. Son positionnement dans le calendrier juste avant les Jeux Olympiques donne une importance particulière à l'événement. Quels seront justement les enjeux de cette étape ?
En effet, vous avez raison, on est avant les Jeux Olympiques de Paris. Après nous, il y aura le meeting de Londres. Avant nous, le meeting de Paris. Et juste avant, les sélections de différents pays pour justement qualifier les athlètes aux Jeux Olympiques de Paris. Donc, ce sera vraiment les derniers réglages avant cette compétition majeure. Gianmarco Tamberi, le champion du monde et olympique en titre du saut en hauteur, sera présent au stade Louis II le 12 juillet. Parlez-nous un petit peu de ces stars qui participeront à l'événement. Alors au niveau plateau, c'est vrai qu'on peut dire qu'on en est dans les balbutiements parce que la saison d'athlétisme vient à peine de commencer. Seulement 2 meetings de la Diamond League ont eu lieu. Donc je veux dire au niveau plateau d'athlètes, on commence en effet à faire nos premières invitations. Mais vous avez tout à fait raison, on voulait s'assurer, puisqu'on a cette année la hauteur des hommes, d'avoir la présence de l'Italien Tamberi, puisque comme vous le savez, on a un public italien qui est quand même assez important chez nous. Certains de ces athlètes vont venir chercher leur qualification pour les Jeux Olympiques à Monaco. Est-ce que les tickets auront été décrochés avant? Vous nous avez dit un petit mot tout à l'heure, mais réexpliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Alors pour moi, les tickets seront déjà faits puisque je dirais la clôture justement pour les Jeux Olympiques, c'est tout à fait fin juin. Donc pour moi, les tickets seront attribués. Mais par contre, c'est sûr que les athlètes, même s'ils sont qualifiés, ont besoin encore d'affiner leur préparation et donc sont friands de ces derniers meetings de préparation. Est-ce qu'on peut le dire, ça sera le vrai entraînement avant les Jeux Olympiques? Pour moi, oui, je pense que c'est de toute façon un entraînement très important et surtout, comme je dis, c'est la possibilité de voir en 2 heures et quart au stade Louis II ce qu'on verra sur Paris pendant une semaine. Donc c'est quand même un concentré, je dirais. Est-ce qu'il y aura des nouveautés pour cette édition 2024 du meeting Hercules? Oui, on est en train de songer sur peut-être une nouveauté sur le placement du sautoir en hauteur, mais je veux dire, c'est qu'un détail, sinon on regardera ce qui a bien fonctionné jusqu'à présent. Justement, ça fonctionne toujours bien puisque le meeting décroche chaque année des récompenses en termes d'organisation. C'est une vraie référence désormais sur le circuit. Mais disons qu'on fait tout pour être en effet resté au plus haut niveau de la Diamond League. Je vous remercie Jean-Pierre Chobel d'avoir été présent sur Monaco Info pour aborder les grands enjeux du meeting Hercules juste avant les Jeux Olympiques. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. On reste dans le domaine du sport et une discipline qui n'en finit pas de séduire au bord de l'eau. Le paddle avec désormais un système de location autonome de planches sur la plage du Laravoto et ce, à l'initiative de l'Académie de la mer de Pierre Frolat. Plus d'explications dans ce reportage signé Anaël Marquès et Arnaud Humbert. C'est au bout de la plage du Larvoto, sur les terrasses de l'Académie monégasque de la mer, que se trouve un dispositif plutôt original, un système de location en libre service de planches de stand-up paddle. C'est une location de paddle en libre accès. C'est une grosse boîte en fait où sont entreposés des paddles avec des gilets, une pagaie. Et les gens téléchargent une application, ils scannent le QR code qui est sur la boîte. Et ensuite, ils choisissent un box où est entreposé le matériel et ils louent le matériel pour 1 heure. Le système fonctionne donc sur le même principe que les vélos en libre accès, disponibles en principauté, sauf qu'ici, il n'est pas question de pédaler, mais de glisser sur les vagues, en toute autonomie et toute l'année. La boîte est en libre accès toute l'année sur la plage. Nous, on a la possibilité de la fermer quand il y a du mauvais temps, par exemple, ou qu'il y a des travaux sur la plage. Mais sinon, c'est ouvert toute l'année, du lever du soleil au coucher du soleil. Pour le prix de la location, comptez une vingtaine d'euros l'heure. Maintenant, tous à vos planches et pagaies, les vagues du Larvoto n'attendent plus que vous. On va évoquer maintenant le bien-être en entreprise avec en début de semaine une journée bien particulière, la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Pour en savoir plus sur ce sujet d'importance, gros plan sur l'action de l'Office de la médecine du travail à Monaco, Julia Vial a reçu pour l'occasion sa directrice, Pascale Palanca. Bonsoir Pascale Palanca. Bonsoir Julia. Quel rôle central joue finalement l'Office de la médecine du travail en principauté? L'Office de la médecine du travail, l'OMT, c'est vraiment le service qui assure le suivi santé-travail des fonctionnaires, agents de l'État et des salariés. Il assure sa mission par le biais des visites médicales. Et l'objectif, c'est d'éviter toute altération de la santé, de l'état de santé du salarié. Mais il est aussi le conseil de l'employeur et du salarié, parce que les médecins et l'équipe va sur les postes de travail ou sur les sites
travail, sur les chantiers, pour évaluer les risques et travailler ensemble sur les conditions de travail. L'OMT a d'ailleurs réalisé en 2023 plus de 28 000 visites médicales. Parlez-nous un petit peu de l'équipe, de toute l'équipe qui les réalise. L'équipe, dans sa globalité, c'est plus de 46 personnes. Et en fait, c'est 17 médecins du travail accompagnés d'une auxiliaire. Je pense que tout le monde connaît un petit peu dans les salariés ou les employeurs le fonctionnement. Il y a là cette visite où on rencontre d'abord l'auxiliaire qui fait des premiers examens et met à jour le dossier administratif. Et après, il y a l'échange avec le médecin du travail et qui renvoie aussi sur des examens complémentaires à réaliser en fonction des risques auxquels sont exposés les salariés. Ça peut être des mesures de bruit quand on travaille dans un environnement bruyant, ça peut être... De toute manière, il y a toujours le visiotest, il y a tout un ensemble d'examens complémentaires. Ça, c'est vraiment l'équipe médicale, sachant qu'aujourd'hui, nous avons aussi des infirmières santé-travail qui ont été formées, qui peuvent réaliser des entretiens infirmiers en complément des visites réalisées par les médecins. Et ces infirmières, elles font aussi les examens complémentaires. Et à côté du pôle médical, nous avons vraiment le pôle prévention et les préventeurs qui se rendent à la demande du médecin du travail, avec lui ou seul, sur les sites de travail, les chantiers, dans les locaux de travail, pour faire différents types d'examens, mesures de bruit, mesures de lumière, mesures d'empoussièrement. Enfin, il y a toute une série d'examens. Il participe aussi au comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises, au CI2SCT dans les chantiers. Vous parliez des examens complémentaires qui sont réalisés en fonction des métiers et des potentiels risques qu'ils comportent. Quels sont peut-être les secteurs, les métiers sur lesquels votre attention est encore plus vive? Alors, plus que des métiers, notre loi sur l'Office de la médecine du travail parle de postes à risque. En définissant les postes à risque comme étant les postes qui exposent à certains agents biologiques, chimiques, bactériologiques ou avec des contraintes particulières. Ça va être les métiers hyperbares, tout ce qui est travail en hauteur, les ports d'armes, les agents IGH, tout ce qui est conduite de véhicules. Donc on va définir vraiment quels sont les postes à risque. Donc après qu'on va retrouver dans différents secteurs, le bâtiment, l'industrie... Et fonction de l'exposition au risque, le salarié va avoir un suivi médical particulier, notamment avec une visite d'embauche quand on est sur un poste à risque qui est préalable à l'embauche. Alors que quand on est sur un poste qui n'est pas à risque, on remplit un questionnaire et la visite se fait un petit peu plus au fil de la réalisation du travail dans un délai qui, fonction des postes, se fait dans les 6 mois ou peut se faire dans les 3 ans. Donc c'est vraiment par rapport au poste à risque qu'on appréhende le suivi. Vous nous avez parlé également rapidement de ce rôle de conseil en termes de sécurité et de prévention. Vraiment, le but, je voudrais qu'on le rappelle, c'est toujours de favoriser la santé et le bien-être global sur les lieux de travail. C'est ça la priorité. Oui, vraiment, la médecine du travail, c'est une médecine préventive. On ne réalise pas de soins. L'objectif, c'est vraiment de connaître, les médecins du travail doivent connaître les lieux de travail pour pouvoir donner des conseils aux employeurs et aux salariés en fonction de l'exposition. Et donc, du coup, il y a cette présence sur le lieu de travail qui est complémentaire et indispensable par rapport à la visite. Je pense aussi à la santé mentale qui est de plus en plus abordée au sein même du travail. Est-ce que vous y êtes confrontés aussi ? Oui, bien sûr. Nous, alors, la loi, elle dit bien que l'objectif de l'OMT, c'est de prévenir l'altération de la santé, aussi bien physique que mentale. Les médecins y sont confrontés. Aujourd'hui, les risques RPS sont grandissants par les conditions de travail. Il y a du stress, il y a une certaine productivité qui est demandée. Après, voilà, l'objectif, c'est d'adapter, de former les salariés, d'avoir une organisation du travail qui permette que ça se passe dans de bonnes conditions. Eh bien, merci beaucoup à vous, Pascale Palanca, d'avoir été présente sur Monaco Info pour nous parler de toute l'action de l'Office de la médecine du travail en Principauté. Merci à vous. Pour la 4e fois depuis sa fondation en 1926, Monaco accueillait ce week-end la maintenance des pénitents, rassemblement exceptionnel de nombreux pénitents de France et de la Principauté. La maintenance a pour but d'établir des liens de coopération et d'entraide entre les différentes confréries et veille à ce qu'elles restent fidèles à leur triple vocation,
sanctification personnelle, manifestation publique de la foi et participation active aux œuvres de charité. Après un concert hier soir, concert d'orgue dans la cathédrale de Monaco, ce matin avait lieu la procession derrière la bannière de la maintenance à travers les rues de Monaco-Ville, suivie de la messe pontificale à la cathédrale et le salut du Saint-Sacrement cet après-midi en la chapelle de la Miséricorde. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Justin Adel. Tout à fait Christophe, la pluie risque de faire son retour pour ce début de semaine. Des instabilités sont possibles mais rien n'est encore sûr. Pour autant, le soleil aura du mal à pointer le bout de son nez. Les nuages très épais s'installeront dans le ciel monégasque. Il fera lourd et humide. Cependant, niveau température, on reste sur la même chose que ces 2 derniers jours, 14 à 18 degrés. Et concernant notre belle mer Méditerranée, sa température atteindra les 16. Le soleil se lèvera à 6h13 et se couchera à 20h40. Demain, nous fêterons Sainte Prudence. Et je terminerai cette météo avec un petit dicton. À la Sainte Prudence, s'il pleut, s'il vente, peu après, les moutons dansent. Et comme le veut la tradition, comme chaque dimanche soir, c'est le flashback de la semaine pour revivre ensemble les moments forts de ces premiers jours de mai à travers ces dernières années. Demain, lundi, c'est le retour d'Émilie Rousseau qui sera à vos côtés pour un tout nouveau journal dès 19h. D'ici là, belle et douce soirée à toutes et à tous sur Monaco Info.